Aujourd'hui, nous allons examiner une affaire du début du XXe siècle. Alors installez-vous confortablement pendant que nous partons pour l'Argentine. Dans la seconde moitié du XIXe siècle et au début du XXe siècle, l'Argentine a connu une vague de migration sans précédent, en particulier vers sa capitale dynamique, Buenos Aires. On estime que des millions d'Européens ont fait le voyage vers l'Argentine à cette époque, beaucoup venant d'Italie et d'Espagne, et certains d'Irlande. L'Argentine connaissait une expansion économique et, avec le développement industriel, les investissements étrangers augmentaient. La nouvelle période d'industrialisation signifiait plus d'emplois dans les grandes zones urbaines, et les travailleurs arrivaient pour profiter des meilleures opportunités disponibles. Monsieur Mathieu Banks a émigré en Argentine depuis l'Irlande au milieu du XIXe siècle et s'est installé dans la petite ville de Chascomús, qui se trouve à environ 125 km au sud de Buenos Aires. Peu de temps après, en 1860, il a épousé une jeune fille d'origine irlandaise nommée Mary Ann Keener. Mathieu était déterminé à profiter de toutes les opportunités que l'Argentine avait à offrir. Il est devenu contremaître dans une ferme à Chascomús qui appartenait à un gentleman ayant également émigré d'Irlande. Il a travaillé dur à économiser son argent et, après un certain temps, a pu acheter ses propres terres, propriétés et bétail près de la ville d'Azul. Au cours des années suivantes, sa femme, Marianne, a donné naissance à 7 enfants, 4 garçons et 3 filles. Appelés Mariana, Dionisio, Miguel, Matteo, Catalina, Pedro et Bricia, la famille vivait à la ferme. C'était une vie idyllique. Et bien que M. Banks ne soit pas considéré comme riche, il avait accumulé des terres et du bétail et pouvait offrir une bonne vie à sa femme et à ses enfants. L'enfant du milieu de Mathieu et Mary-Ann Banks était un garçon nommé Matteo. Quand il était jeune, il était toujours très actif et adorait courir et jouer dehors. Il est devenu un homme très charismatique et était apprécié de tous pour son charme et sa nature attentionnée. Cependant, Matteo avait un côté sombre. En 1897, il a été accusé de vol après un incident impliquant la fille d'un fermier local. Plus tard, les soupçons se sont intensifiés lorsque le fermier a été retrouvé mort. 2 autres morts suspectes ont eu lieu dans la région. Pour éviter une attention indésirable, le père de Matteo l'a envoyé travailler à San Luis, où il a réussi comme gestionnaire de ranch. Matteo était considéré comme un négociateur très astucieux, ce qui ajoutait à sa réputation grandissante, mais son charme allait bien au-delà de ses affaires. Il suscitait l'admiration par son apparence remarquable. Il était grand, avec des cheveux bruns, et il avait une éthique de travail déterminée héritée du passé de propriétaire terrien de son père. Il parlait couramment anglais. Ses manières raffinées et ses compétences pratiques faisaient de lui un parti recherché parmi les mères avisées, qui le considéraient comme un prétendant éligible et prometteur pour leur fille. Maxima Gansa était issue d'une famille aisée d'origine espagnole et vivait à Azul. Elle fut séduite par son charme et, après une brève cour, elle épousa Matteo. Cela représenta un changement majeur pour Matteo. Il se retrouva intégré dans un nouveau cercle social, composé de couples plus aisés, et il connaissait très peu le mode de vie rural qui lui était pourtant si familier. Il vivait désormais dans une résidence luxueuse au centre d'Azul et était considéré comme un jeune homme aisé par de nombreux habitants de la ville. Mais les choses n'étaient pas faciles pour Matteo. Il devait maintenir le niveau de confort auquel sa femme était habituée, et pour cela, il devait assumer divers rôles supplémentaires. Cela comprenait le fait de servir comme consul honoraire de Grande-Bretagne et aussi de représenter un grand constructeur automobile. Son influence s'est vite étendue au-delà des activités financières. Il est devenu un membre estimé du conseil paroissial et a assumé la présidence de la Ligue catholique, enrichissant ainsi davantage son rôle dans la communauté. Il semblait à tout le monde qu'ils avaient un mariage heureux, et au cours des années suivantes, Maxima a donné naissance à 4 enfants, 3 garçons et une fille. Tous ont grandi dans une atmosphère de prospérité et de stabilité. Malheureusement, sa mère est décédée en 1908, mais la famille a continué à travailler ensemble pour gérer les fermes. Les frères aînés de Matteo gagnaient leur vie grâce à la terre dans la ville de Paris, à plusieurs kilomètres d'Azul. Dans cette région, il y avait de nombreuses communautés rurales. Mais en 1919, la tragédie a de nouveau frappé lorsque M. Mathieu Banks est décédé. Les fermes ont été héritées par 4 de ses enfants, Matteo, Dionisio, Miguel et Mariana. 2 des 7 enfants de Monsieur et Madame Banks étaient décédés en 1911 et l'autre, nommée Catalina,
avaient quitté l'Argentine pour aller vivre en Irlande. Avec leur sœur, les 3 frères décidèrent de former un partenariat pour superviser la gestion des fermes. Cependant, il y avait désormais des tensions au sein de la famille, car les frères de Matteo commencèrent à le percevoir différemment, le voyant comme arrogant et dépensier. Cette perception n'était pas totalement fausse. En effet, bien que Matteo soit considéré par tous comme un mari dévoué, un père exemplaire et une figure éminente de la ville, ses habitudes de dépenses étaient devenues incontrôlables. Il fréquentait des clubs pour gentlemen, qu'il avait d'abord visités parce qu'il pensait que ces lieux profiteraient à ses affaires en raison de la clientèle prestigieuse qu'ils attiraient. Mais il s'était vite retrouvé captivé par l'attrait des jeux d'argent à enjeux élevés qui régnaient dans ces établissements. Il dépensa rapidement l'héritage de sa femme, mais il s'accrochait à l'espoir de récupérer ses pertes. Cependant, ses dettes croissantes le laissèrent désespéré et au bord de la faillite. Il vendit la majeure partie de sa part dans la ferme familiale à ses frères, mais cela ne parvint pas à alléger son fardeau. En fait, il emprunta tellement d'argent qu'il ne put même pas rembourser les intérêts des prêts. Confrontés à la dure réalité de sa situation, les frères de Matteo l'ont complètement évincé de l'entreprise familiale, ne lui laissant qu'une modeste ferme Los Pinos d'à peine 116 hectares. Le 11 avril, rongé par le désespoir, Matteo en vint à falsifier la signature de son frère et à présenter de faux certificats pour vendre de nombreux bovins de la ferme de Dionisio. Bien qu'il n'ait pas réellement de mauvaises intentions, son addiction au jeu avait pris le dessus, l'entraînant sur une voie de tromperie et de trahison. Une semaine plus tard, le 18 avril, Matteo partit tôt pour prendre un train en direction de la ville de Paris. Il était accompagné d'une jeune femme qui avait été engagée pour travailler comme domestique chez sa sœur. Arrivés à la gare, ils se rendirent à la ferme El Trébul, où la jeune femme fut présentée à sa nouvelle maîtresse. Après cela, Matteo se rendit à la ferme voisine de Los Pinos, où il retrouva son frère Dionisio, qui réparait une clôture. Malgré leurs récents problèmes, les 2 frères discutèrent et tentèrent de résoudre leurs différends. Plus tard dans la journée, Matteo se rendit à la ferme Buenos Suerte, où Dionisio et sa famille vivaient. Bien qu'il ne fasse plus partie de l'entreprise familiale, il rendait encore visite à ses 2 frères et sœurs de temps en temps et aidait quand il le pouvait. Ce jour-là en particulier, Matteo prit la responsabilité de distribuer du poison pour rats près des entrepôts de la ferme El Trebel, qui appartenait à son frère Miguel. Cependant, alors qu'il répandait le poison, une idée lui vint à l'esprit pour se débarrasser de ses frères et sœurs. Sans hésiter, il entra dans la cuisine et ajouta discrètement le poison pour rats au ragoût qui mijotait sur la cuisinière. Cependant, dans sa précipitation, il versa maladroitement une quantité excessive de poudre toxique dans les casseroles. Vers 13h, alors que la famille se rassemblait pour le déjeuner, Matteo s'excusa. À la place, il mentionna vaguement qu'il devait sortir un moment, disant qu'il avait une affaire assez urgente à régler ailleurs. Environ 1 heure plus tard, il revint, impatient de savoir si son plan avait réussi. À sa surprise, il vit ses frères et la famille travailler normalement, apparemment indemnes du poison. En s'approchant de la maison, on l'informa qu'il ne pourrait pas avoir de ragoût, car un cuisinier l'avait gâché en y ajoutant une quantité excessive de sel. Après cette tentative ratée, Matteo devint désespéré et eut recours à une mesure drastique, tandis que son frère Dionisio et sa nièce Sarita étaient occupés à leurs tâches quotidiennes à la ferme. Il rôdait à proximité, s'assurant que la voie était libre, avant de récupérer sa carabine Winchester. Puis, de sang-froid, il tira sans pitié 2 coups mortels dans le dos de Dionisio, le tuant sur le coup. Alors que les échos des coups de feu résonnaient, Sarita, âgée de 12 ans, courut vers la maison pour essayer de comprendre ce qui se passait. À son grand effroi, elle vit son oncle bien-aimé porter un fusil et comprit immédiatement qu'il s'était passé quelque chose de terrible. Elle était effrayée et tenta désespérément de s'enfuir, mais Matteo, apparemment consumé par la folie, la rattrapa rapidement. Et avec un mépris glaçant pour la jeune fille, il l'assomma sans pitié d'un seul coup de fusil avant de la jeter sans cœur dans un puits voisin. Cependant, lorsque Sarita reprit connaissance, elle se mit à crier. Son oncle, dépourvu de toute once de pitié, mit froidement fin à sa vie avec un autre coup de feu. Alors que la poussière retombait et que l'horloge approchait, 20h Matteo attendait l'un des ouvriers agricoles, un homme nommé Juan Gaëtan. Alors que l'ouvrier sans méfiance commençait à ranger le cheval et la charrette, Matteo pointa son fusil et, lorsque l'ouvrier se trouva dans une position favorable, il l'abattit avec une précision froide et implacable.
Après cela, il retourna vers le cheval et la charrette et se dirigea vers la ferme El Trebel, à environ 5 km de là. Il s'arrêta lorsqu'il aperçut un autre ouvrier agricole nommé Claudio Loisa. Malgré l'heure tardive, Matteo s'approcha de Claudio, inventa une histoire selon laquelle Dionisio était tombé malade et lui demanda s'il accepterait de l'accompagner à la ferme Buonocerte. Bien sûr, Claudio accepta. Alors qu'il tournait le dos pour récupérer un objet oublié, Matteo lui tira froidement une balle dans le cou. Il mourut sur le coup. Matteo cache ensuite le corps derrière une meule de foin, avant de poursuivre son voyage vers la ferme El Trebo, où vivaient sa sœur Mariana, son frère Miguel, la femme de Miguel, Juana et leurs 2 enfants. Il arriva là-bas vers 22h alors qu'ils étaient en train de dîner. Cependant, il refusa leur offre de nourriture et se retira plutôt dans la chambre d'amis. Quelques heures plus tard, sous le couvert de l'obscurité, Matteo alla voir sa sœur Mariana et lui annonça que leur frère aîné, Dionisio, était gravement malade. Il lui dit qu'elle devait l'accompagner à la ferme Buonocerte, car il ne voulait pas déranger Miguel qui était malade depuis longtemps. Mariana s'habilla rapidement et ensemble, ils montèrent sur la charrette. Cependant, peu après, il arrêta la charrette, prit son fusil et tua sa sœur d'un coup de feu. Elle avait 54 ans. Après avoir abandonné son corps au bord de la route, il retourna à la ferme El Trebo, feignant maintenant d'être malade lui-même. Il demanda à sa belle-sœur Juana si elle pouvait lui préparer une tasse de thé réconfortante alors qu'elle sortait de la cuisine. Matteo, dissimulé derrière le voile de sa tromperie et avec un effrayant manque de remords, leva son fusil et tira 2 balles dans sa poitrine. Elle s'effondra au sol et, alors qu'il se penchait sur elle, il sut qu'elle était morte. Les échos des coups de feu résonnaient dans toute la ferme et avaient brisé la tranquillité des chevaliers. Malgré son état affaibli par la maladie, Miguel sortit de sa chambre, son inquiétude pour sa famille l'emportant sur son propre bien-être avant qu'il ne puisse pleinement comprendre l'horreur qui se déroulait. Matteo lui tira dessus et, croyant son frère mort, quitta la pièce. Cependant, Miguel se releva et parvint à tituber jusqu'à la cour, mais lorsque Matteo le vit, il lui tira de nouveau dessus. Cette fois, il n'y avait aucun doute que Miguel Banks était mort. Au milieu du chaos et du sang, on entendait les cris déchirants de la nièce de Matteo, Cecilia, âgée de 15 ans. Ne comprenant pas ce qui se passait, elle appela sa tante bien-aimée Mariana. Ignorant du danger qui rôdait dans l'ombre, Matteo lui cria que sa tante était en sécurité et se trouvait dans la salle à manger, mais lorsque la jeune fille s'y rendit, il lui tira dessus. À présent, son frère, sa belle-sœur et sa nièce gisaient morts dans la maison. Il recouvrit leur corps avec des vêtements, mais il restait encore sa nièce de 5 ans, Anita, et la fille de 4 ans du travailleur, Juan Gaetan. Cependant, Matteo ne voulait pas les tuer, alors il leur donna de l'eau et enferma les 2 filles dans une pièce. Aux premières heures du 19 avril, Matteo fit venir d'urgence le médecin de la famille, un certain Raphaël Macastan. Il lui expliqua que toute sa famille avait été victime d'un violent cambriolage commis par 2 ouvriers agricoles nommés Claudio Loisa et Juan Gaetan. Il déclara qu'un ouvrier avait sauvé sa fille en l'enfermant dans une pièce. Il raconta au docteur que les 2 hommes avaient voulu le tuer, mais qu'il les avait tirés avant eux, précisant avoir agi en légitime défense. Le docteur remarqua le comportement étrange de son ami. Il gardait le fusil et répétait qu'il ne pensait pas que des autopsies soient nécessaires, sa famille ayant clairement été tuée par les ouvriers. En arrivant à Azul, toujours accablé par le poids de ce qu'il avait fait, Matteo commanda 7 cercueils. Cela semblait particulièrement étrange puisque 8 personnes avaient été tuées, même si le corps de Claudio Loisa n'avait pas été retrouvé, car Matteo l'avait caché sous une meule de foin. Se rendant compte que ses tentatives pour dissimuler ses actes ne se passaient pas très bien, il tenta alors d'obtenir le soutien d'un ami nommé Agustin Carus, qui était un avocat respecté. Cependant, le monsieur refusa de le représenter, laissant Matteo lutter seul avec ses problèmes croissants. Il se rendit au poste de police, avec l'intention d'impliquer ses ouvriers comme seuls suspects des crimes odieux. Il croyait naïvement que son statut social et sa respectabilité perçue feraient que la police l'innocenterait rapidement de tout soupçon et lui permettrait de rentrer chez lui sans encombre. Cependant, lorsque les agents commencèrent à lui parler, les espoirs de liberté de Matteo furent anéantis car il fut rapidement arrêté. En tant que seul survivant du massacre sur 2 fermes, Matteo est devenu le principal suspect aux yeux des autorités. Le fait que la même arme ait été utilisée pour commettre tous les meurtres
jetait un sérieux doute sur la version des faits de Matteo. Les enquêtes ultérieures l'ont encore plus incriminé, reliant Matteo à l'achat de munitions qui avaient été utilisées lors des meurtres et à la tentative d'empoisonnement de la famille. Sous la pression croissante des forces de l'ordre, sa façade a commencé à s'effondrer et 3 semaines après les meurtres, il a avoué les crimes atroces. Au fur et à mesure que l'enquête avançait, les importantes dettes de jeu de Matteo ont été révélées, fournissant un mobile à ces actes terribles. Le procureur a conclu que son objectif principal avait été de dissimuler ses activités frauduleuses à son frère Dionisio et de s'assurer un héritage. En particulier la part de la ferme qui appartenait à sa sœur Mariana et à son frère Miguel, bien qu'il n'aurait pas pu hériter de la ferme de Dionisio. La Buena Suerte, en raison de la présence continue de l'épouse de Dionisio, qui réside dans un établissement psychiatrique de la ville de La Plata. Mais le procureur pensait que les actes désespérés de Matteo révélaient sa profonde dépravation et sa cupidité. Le procès a eu lieu au club sportif d'Azul. Le lieu avait été transformé en salle d'audience en raison de la grande foule attendue pour assister à l'affaire. Des gens de tous horizons se pressaient pour assister à la chute de l'autrefois puissant et distingué Matteo Banks. Accusé de 8 meurtres avec préméditation, Matteo niait sa culpabilité, affirmant que sa confession avait été obtenue par la police sous la contrainte. Cependant, les preuves présentées par Horacio Segovia dressaient un portrait accablant de la culpabilité de Matteo. Il expliqua qu'il pensait que Matteo avait minutieusement planifié chaque meurtre, poussé par le désir d'hériter de la fortune de sa famille. Il a expliqué comment Matteo avait orchestré les meurtres, puis tenté de rejeter la faute sur les ouvriers agricoles, Juan Gaetan et Claudio Loiza, incapables d'obtenir la représentation d'un cabinet d'avocats réputé. Matteo a été défendu par un jeune avocat nommé Louis Larian qui a fermement proclamé l'innocence de son client, poursuivant le récit et rejetant la faute des crimes sur les ouvriers agricoles malgré les efforts de Larian. Le 3 avril 1923, le tribunal a déclaré Matteo Banks coupable et il a été condamné à la prison à vie. Cependant, en raison d'une irrégularité juridique, la sentence a ensuite été annulée, ce qui a conduit à un second procès tenu dans la ville de La Plata. Pour ce procès, Matteo a fait appel au service du célèbre avocat Antonio Palacios. Mais une fois de plus, il a été reconnu coupable et condamné à la réclusion à perpétuité dans la prison de haute sécurité d'Ushuaia, pendant son séjour à Ushuaia, situé en Patagonie argentine. Matteo a fait preuve d'un comportement exemplaire et a exprimé de profonds remords pour ses actes odieux. Il s'est plongé dans la lecture de la Bible et a été surnommé Matteo le mystique par ses codétenus. Parmi eux se trouvait un autre criminel notoire, Cayartano Godinho, souvent appelé El Patizo Orogudo, tristement célèbre pour ses crimes contre les enfants. Fait remarquable, la bonne conduite de Matteo lui a permis de ne purger que 26 ans de sa peine à perpétuité avant d'être libéré. Mais désormais, en homme libre, sa vie n'allait pas être facile. Sa femme avait rompu tout lien avec lui, et ses enfants avaient choisi de changer de nom de famille. Il décida de retourner à Azul, espérant se réintégrer dans la société. Cependant, malgré le temps écoulé, les habitants de la ville l'ont rejeté, le forçant à quitter Azul et à passer ses derniers jours à Buenos Aires, sous le pseudonyme d'Edward Morgan. Avec l'aide de son fils aîné, il obtint une modeste chambre dans une pension. Mais le 28 août 1949, alors qu'il utilisait les installations communes de la pension de la rue Falcon, il glissa, se cogna la tête contre la baignoire et mourut. Il avait 77 ans. Matteo Banks a été enterré dans une tombe anonyme au cimetière de la Chacarita. Bonjour à tous et merci beaucoup de regarder. Dans cette vidéo, j'ai mentionné un criminel qui a purgé sa peine à la prison d'Ushuaia avec Matteo Banks, nommé Cayetano Gordino. Son affaire est très connue dans toute l'Argentine et c'est un sujet que j'ai traité en juin 2021. Si l'un d'entre vous souhaite la voir, j'ai laissé un lien ci-dessous. Comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser vos commentaires ou retours et j'espère vous retrouver tous dans le prochain Briefcase.